Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui un podcast questions-réponses. Je ne sais pas si vous m'avez déjà posé une question directement par email via l'espace membre de Passion e-commerce, mais si vous l'avez fait, vous savez que je bloque une journée pour répondre à vos questions. Alors c'est pas une journée complète, mais c'est une demi-journée pour répondre à toutes vos questions parce qu'il commence à y en avoir quelques-unes. Et voilà, je préfère rassembler tout sur un jour et répondre directement par mail. Mais ce matin, je regardais un petit peu les mails et je me suis dit, il y a quand même quelques questions intéressantes. Je vais essayer d'y répondre directement en podcast. Alors je me dis que ça peut être quelque chose que je vais réitérer. Vous savez, normalement j'avais bloqué le mercredi pour répondre à vos questions. Mais c'est vrai que là, le lundi, en fait, c'est peut-être plus rapide pour moi de vous répondre directement en podcast. En plus, ça peut apporter du contenu à certaines personnes qui se posent les mêmes questions, mais qui n'osent pas les poser. Donc voilà. Alors j'ai 3 ou 4 questions, peut-être, ouais, non, un peu plus que 4. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement, mais tout en vous donnant la réponse. Alors, première question de Edwige. Alors, je vends des articles d'un fournisseur français sur Amazon. J'applique des tarifs plus bas que ceux conseillés par le fournisseur et en plus de ça, j'offre les frais de port. Alors, j'ai peur que ce fournisseur le voie de mauvais œil et refuse de me vendre à nouveau. Est-ce un risque ? Alors, en gros, Edwige a peur que son fournisseur lui refuse lui refuse encore de la livrer à cause des tarifs bas qu'elle applique sur Amazon. Alors, est-ce un risque ? Oui, complètement. J'ai pratiqué quelques fournisseurs dans les marques. Vous savez, à travers mon site Chospeton, chospeton.com, c'est un site de chaussures pour marques. Et il faut savoir que quand vous traitez avec Converse, Kickers, Babybot, toutes ces marques un petit peu connues, si vraiment vous commencez à casser les prix, alors déjà, il y a certaines marques où c'est très difficile de rentrer en contact avec eux et où il est très difficile d'arriver à vendre leurs produits. Alors déjà, quand ils vous autorisent à vendre leurs produits, vous êtes... Pardon, je m'éloigne du micro. Mais vous êtes déjà content. Et si en plus de ça, vous amusez à casser les prix, oui, clairement, ils vont vous virer. Alors peut-être que Edwige, tes fournisseurs ne sont pas des grandes marques, mais ils ont le droit de te refuser je te tutoie, Edwige. Ils ont le droit de te refuser l'expédition. Pourquoi ? Parce que c'est quand même leur produit. Comment dirais-je ? En fait, il faut se mettre à la place du fournisseur. Le fournisseur essaye de créer une marque. En général, c'est ça, c'est quand on crée des produits, on essaye de les faire connaître et de créer des marques. Alors, il y a plusieurs façons de créer des produits. Si c'est des produits pas chers, etc., ils s'en foutent. Mais si c'est des produits un petit peu moyenne gamme et milieu de gamme et haut de gamme, le but du fabricant, c'est toujours de créer sa marque et de la mettre en avant. Alors, si ça fait des années qu'il galère à créer une marque et que toi, tu arrives sur Amazon, tu casses les prix, tu offres les frais de port. En fait, ça casse l'image de marque du produit. Et du coup, le fournisseur n'est pas d'accord, le fabricant n'est pas d'accord parce qu'il s'est embêté à créer une marque que toi, tu casses directement sur Amazon. Donc, oui, il y a un risque, bien évidemment. Le fournisseur est libre de livrer à qui il veut. Hein. Alors, je crois qu'il y a une loi. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une loi qui dit que... on ne peut pas un commerçant ne peut pas refuser à un particulier ses services ou un truc dans le style. Une fois, j'avais eu le cas avec un mécano. En fait, le mécano n'avait pas le droit de refuser la réparation de mon véhicule parce que tout simplement, il y a une loi, je sais pas quoi exactement. Bref. Bon, là, on est dans du B2B, donc je pense qu'il fait un peu ce qu'il veut le fournisseur. Donc, à toi de voir, à toi de réfléchir à ce que tu peux faire pour essayer de continuer à vendre sans l'embêter. Alors la solution, ça serait peut-être de créer une boutique Amazon avec un nom différent de celui de ta société. Comme ça, il aurait du mal à te retrouver. Mais bon, là, là tu les gruges en fait. Et moi, mes conseils, tu sais que moi, je travaille à long terme, j'ai une vision à long terme. Et quand je travaille avec des fournisseurs qui me satisfont, clairement, j'applique les règles du jeu. Donc, s'il veut commander un produit à lui dans les prix qu'il veut lui, oui, fais ce qu'il dit. Joue le jeu et cherche d'autres fournisseurs et élargis ton offre plutôt que de prendre le risque de tout perdre, quoi.
Voilà. Alors Edwige, j'espère avoir répondu à ta question. Je vais passer à la question de Vanessa. Alors Vanessa, je voudrais vendre des articles en ligne, mais la question est de comment négocier avec les fournisseurs, surtout étrangers. Comment négocier le transport de cette marchandise? Comment trouver des fournisseurs avec des articles originaux? Voilà, il y a 3 questions. Et je vais y répondre assez rapidement, Vanessa. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Un fournisseur étranger, c'est pareil qu'un fournisseur français sur le fond, en fait. De la négociation et des transports, c'est pareil. On en revient un petit peu à ce que j'expliquais à Edwige, c'est que un fabricant étranger, ce dont il a besoin, c'est de... Enfin, si tu veux avoir des prix chez un fournisseur étranger, il faut que tu fasses du volume. Et pour faire du volume, il faut que tu travailles avec lui pendant un certain temps, que tu lui prouves que tu es un bon client, que tu respectes les prix, que tu fais comme il a envie, comme il aime. Vous savez, on cherche des fournisseurs idéal, bon, je sais pas comment on dit, mais les fournisseurs cherchent des clients aussi. Idéaux ou idéal, vous faites la liaison comme vous. Pour moi, c'est idéaux. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires si c'est idéal ou idéaux. Donc, en fait, les fournisseurs aussi sont embêtés avec des clients qui ne paient pas. Donc, comment trouver des fournisseurs à l'étranger? Ben, pareil qu'en France. Alors, j'ai fait une vidéo qui est comment trouver des fournisseurs français, je crois. Je te mettrai un lien dans la description, Vanessa. Je t'invite à regarder cette vidéo. Et puis voilà, et pour négocier le transport, ben c'est pareil, on appelle ça un franco. Arrivé à un certain montant, en général, le fabricant ou le fournisseur offre les frais de port. Alors pas tout le monde, hein, parce que moi j'ai des fournisseurs allemands qui, on a beau leur passer 60 000 euros de commande, on n'a pas de franco, c'est particulier. Voilà. Et après il y a d'autres fournisseurs qui ont un franco tout à fait raisonnable. Et pour avoir un franco le plus bas, ben, bien évidemment, il faut travailler en France. Travailler avec des fournisseurs français, ce que d'ailleurs je préconise pour le démarrage. Et après, comment trouver des fournisseurs avec des articles originaux? Pareil, il faut regarder ce que fait la concurrence. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur comment trouver les fournisseurs français, et ça s'applique autant pour les fournisseurs français que pour les fournisseurs étrangers. Hors Chine, bien évidemment, la Chine c'est encore particulier parce qu'il y a des frais de douane, etc. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon domaine. Alors je vais, dans un avenir proche, là, je vais commencer à me pencher sur le sujet, mais pas en mode dropshipping, etc. Qu'on soit bien clair, moi ça sera plus pour faire de l'import de containers. Donc je vous tiendrai informé dans tous les cas. Mais bon voilà, j'espère Vanessa avoir répondu à ta question. Si c'est pas le cas, ben, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à me répondre directement par mail. Alors, une autre question de Amine. Je tente de m'informer un maximum et de tout comprendre. En réalité, ce qui me bloque, c'est l'avenir dans 10-20 ans. Le dropshipping sera encore intéressant, point d'interrogation. En fait, c'est impossible de prédire l'avenir, même si ça marche plus. Et si ça marche plus, que ferais-je? Ben, écoute, Amine, qu'est-ce qui te bloque dans 10-20 ans? Alors, c'est bien, c'est très très bien de te projeter... dans 10-20 ans avec le dropshipping, etc. Mais là, aujourd'hui, on est en 2017 et on n'est pas dans 10-20 ans. Alors, ce qu'il faut savoir... Attendez, excusez-moi, j'ai reçu un SMS. 2 petites secondes, je reviens. Alors oui, je suis de retour. Donc, comme tu dis, voilà, Amine, dans 10-20 ans, c'est bien beau de te projeter dans 10-20 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2017 et c'est aujourd'hui, en fait, que se joue ton avenir des 10-20 ans. À mon avis, ce qui se passe, c'est que tu te poses un peu trop de questions. Vous savez que je ne préconise pas le dropshipping pour le long terme, mais si vous voulez démarrer avec ça, pourquoi pas? Ça peut vous faire les dents. Moi, je vais pas vous refaire l'histoire avec le dropshipping. Je suis pas emballé, mais si vraiment... je sais pas, si ça t'inspire et que tu as envie de démarrer avec ça pour tester, pourquoi pas? Ne te projette pas dans 10-20 ans. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui tu rentres dans le e-commerce à travers le dropshipping et que tu modifies et que tu t'améliores en permanence, tu verras bien que dans 10-20 ans, c'est sûr, tu feras plus de dropshipping. Tu feras du e-commerce peut-être, mais tu ne le feras plus dans le dropshipping. Parce que comme tu dis, le dropshipping c'est un effet de mode. Là je vois bien, il y a quelques personnes qui me demandent leur avis sur leurs boutiques qui sont faites sur Shopify, etc. Et bon,
comment dire, en fait, c'est flagrant que de une, la boutique soit faite sur Shopify et de deux, que ce soit du dropshipping. En fait, vous avez tous les mêmes produits, vous avez tous le même template, on dirait, et vous avez tous le truc qui donne pas envie d'acheter. Alors, je dis pas que toutes les boutiques excusez-moi, je vais la refaire. Je ne dis pas que toutes les boutiques Shopify sont mal faites. Alors, je ne dis pas ça du tout. Mais par contre, elles se ressemblent. Les standards, on va dire, celles qui sont faites quasiment avec peu de moyens et qui sont au démarrage, se ressemblent toutes en fait. Voilà, donc... et pourquoi je vous dis ça déjà? Oui, donc si j'en reviens à Amine, en fait, qui parlait du dropshipping. En fait, faut arrêter de se poser trop de questions, Amine. Commence par un truc, essaye. Si ça ne marche pas, tu vas pivoter, tu vas améliorer pour que ça marche en fait. Voilà. Donc peut-être que la première boutique ne sera pas la bonne, peut-être que ça sera la bonne, peut-être que tu amélioreras, etc. Et dans 10-20 ans, on ne sait pas où tu en seras. Mais ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui tu ne fais rien, dans 10-20 ans, tu seras toujours au même endroit. Il ne se sera rien passé, tu te poseras des questions. Mais tu n'auras rien tenté. Alors que si tu essayes le drop, même si c'est pas ce qui te fera vivre dans 10-20 ans, au moins tu auras essayé. Et bon, voilà, et on peut faire autre chose que le drop aussi, avec une boutique, une thématique. Amine, je te renvoie encore à la vidéo comment trouver des fournisseurs français. Tu regardes ça et tu verras que tu n'auras pas besoin de faire du dropshipping. Avec des fournisseurs français, on peut attaquer une thématique, on peut commencer à créer un business. Pareil, Amine, si j'ai pas répondu à ta question, n'hésite pas à me répondre en commentaire ou par email. Alors, une autre question d'Olivier. Rapidement, Olivier m'explique qu'il s'était inscrit sur un site de grossiste français qui a priori serait du dropshipping. Ça sera en gros une sorte de passerelle entre la Chine et la France. Bref, il a fait des tests mais très peu de résultats. Et en plus, ce grossiste demande un abonnement ainsi qu'un coût fixe. Ce qui est dommage, c'est qu'Olivier me dit que... Ah oui, ça c'est dommage, parce qu'en fait, Olivier me parle de ce grossiste, mais il ne me dit pas si c'est performant, en fait. Donc ça c'est dommage, Olivier, si tu peux me répondre, me donner un peu plus d'infos pour que je puisse te répondre dans les détails. Donc sa question, c'est comment faire maintenant que je n'ai plus d'économie et que mon site ne marche pas. Alors déjà, Olivier, moi, j'ai un truc à te dire, c'est bravo. Alors voilà, tu dois te dire, mais... je suis en train de lui expliquer que ça va pas et toi tu me dis bravo. Oui, je te dis bravo parce que tu as fait le petit pas qu'il fallait déjà. Tu t'es lancé. On en revient à la question de Amine qui lui se posait des questions dans 10-20 ans. Toi tu as franchi le cap. Alors par contre, bon effectivement ça n'a pas marché. Ben oui. Comme tout entrepreneur et comme toute entreprise qu'on lance, ça ne marche pas du premier coup. Voilà. Alors il y en a qui sont chanceux, à qui ça marche du premier coup, ou qui vous disent que ça a marché du premier coup, mais peut-être qu'ils ont essuyé quelques plâtres bien avant. Donc Olivier, déjà c'est bien, tu as l'âme de l'entrepreneur, tu t'es lancé. Alors bon, tu as eu une mésaventure avec ce grossiste français qui a priori, alors je crois, je dis pas le nom volontairement d'un grossiste français qui fait du drop, parce que bon, je veux pas y faire de pub, etc. Mais peut-être que tu n'as pas choisi le bon, et peut-être qu'aussi c'était un petit peu compliqué de faire ce que tu voulais faire. En fait, si je comprends bien, c'est un grossiste qui te met en relation avec des dropshippers chinois qui, eux, envoient directement. Enfin bon, clairement, c'est le bordel. Déjà que le drop, c'est pas facile en termes de suivi de colis, etc. Alors là, si en plus il y a un autre intermédiaire français qui se met au milieu, voilà, je vous laisse imaginer le truc. Donc pareil, Olivier, si tu as un site e-commerce, c'est très bien. Si tu veux avancer, tu as un site e-commerce avec une thématique. Déjà, tu as un petit peu l'idée de ce que tu veux faire. Pareil, je te renvoie à la vidéo des fournisseurs français. Et pareil, essaye de trouver les produits que tu as trouvés chez ce grossiste, mais avec des vrais fournisseurs français. Tu commences avec un fournisseur, après tu agrandiras, etc. Mais ne cherche pas à proposer des milliards de produits qui ne se correspondent pas. Ce qu'on voit souvent, allez, je fais une petite parenthèse là. Ce qu'on voit souvent, c'est justement, voilà, quand on travaille avec des grossistes un petit peu comme ça, ils n'ont pas une thématique précise. On peut passer du couteau de cuisine à la bâche pour voiture et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, aux chaises et aux tables de cuisine. Donc en fait, ça n'a rien à voir, il n'y a rien qui est lié. Il
Faut pas chercher à devenir un Amazon de suite. Faut d'abord rentrer par la petite porte avec une petite thématique, des petits produits. Élargir, par exemple, rentrer avec des chaises. Ensuite, vous vendez des chaises et des tables, etc. Et au final, vous vous retrouvez à vendre des meubles pour maison. Mais il ne faut pas essayer de vendre des meubles de maison d'un coup quand on n'a pas d'expérience dans le commerce et dans le e-commerce. Mais en tout cas, voilà. Encore bravo, Olivier, tu t'es lancé. Je ne sais pas l'âge que tu as. Je pense que tu es jeune. Et c'est une très bonne chose. Moi, j'encourage les gens qui essaient. Voilà. Et je te rassure aussi, tu as... bon, ça, c'est entre nous parce que je n'ai pas dit les sommes que tu avais engagées. Mais c'est des petites sommes. Alors peut-être que pour toi, ça représente beaucoup. Mais c'est vraiment pas grand-chose. T'inquiète pas. C'est rien. C'est un départ. Allez, une autre question. Question de Alain. Je viens de suivre tes vidéos sur la logistique. J'ai quelques questions à te poser. Je vais bien y répondre. Je vais ouvrir une boutique sur Shopify qui me semble être plus abordable techniquement parlant. Mais plus figé qu'un PrestaShop. Ça, c'est sûr. La question concerne la préparation des colis. Une fois la commande passée, le bon de commande doit indiquer la référence du produit. Mais comment retrouve-t-on cette référence sur le produit lui-même? Est-ce le EAN ou le numéro de référence? Est-ce qu'il y a un moyen... Est-ce qu'il y a un moyen, genre lecteur de G-code, qui permette de l'identifier? Et quel appareil me conseilles-tu, etc. Alors, oui, en fait, tout dépend de tes fournisseurs. En général, les fournisseurs, s'ils ne mettent pas les codes EAN, ils mettent au moins la référence du produit. Et quand vous êtes dans des vêtements, il peut y avoir une référence de produit. Et en plus de ça, il faudra que vous alliez chercher la taille. Admettons, le produit, c'est 3000. Vous allez chercher le produit 3000 et vous regardez la taille, c'est le produit 3000 en taille XL, admettons. Voilà, donc ça peut être comme ça. Après, il y a certains fabricants qui... bon, là, c'est quand même du fabricant qui commence à être de qualité, on va dire, qualitatif. Lui, il met des codes EAN par produit et par taille. Donc là, effectivement, avec une petite douchette, une petite scanette, tu peux aller chercher le code barre et le pointer. Et là, alors, moi, j'ai des lecteurs de code barre, j'ai des douchettes, là. Je crois que la dernière qu'on a achetée, elle coûte une soixantaine d'euros sur Amazon, mais je crois qu'il y a des sites un petit peu spécialisés pour ça. Mais voilà, faut pas mettre plus. Alors il y a celles qui sont filaires et celles qui sont à batterie. Une filaire va très bien. Après, si tu dois aller dans le stock pour pointer, vaut mieux qu'elle soit sans fil, mais bon, il n'y a pas d'intérêt d'aller dans le stock et de pointer avec une douchette quand tu n'as pas énormément de commandes. Après, quand tu auras plus de 3000 commandes par jour, effectivement, tu pourras te poser la question, mais là, dans un premier temps, t'as pas besoin d'avoir du matos de folie. Donc le lecteur de code à barre, voilà, c'est ce que je t'ai dit à peu près. Et après, pour l'imprimante, en fait, pour imprimer les étiquettes, on utilise une imprimante thermique, on appelle ça. En fait, c'est une imprimante qui va chauffer le papier et l'impression va se faire par chauffage, par cuisson, on va dire plutôt, c'est mieux. Et voilà. Et nous, ce qu'on a acheté, c'est une imprimante Datamax qui coûte environ 300 euros. Voilà, bon, c'est une marque référence en termes d'imprimante thermique. Donc voilà, Datamax, si tu achètes du Datamax, tu te trompes pas. Mais quand même, attention, parce que suivant le transporteur avec qui tu travailles, si tu travailles avec la Poste, tu peux leur demander une imprimante. Nous, c'est ce qu'on avait. On avait réussi à négocier une imprimante. La Poste nous avait fourni l'imprimante. Voilà, donc après, tout dépend avec qui tu travailles. Aujourd'hui, nous, on travaille avec une imprimante Datamax qui imprime les étiquettes de tous les transporteurs, donc Mondial Relais, La Poste, Colissimo, etc. Voilà pour la petite histoire. Voilà, j'espère t'avoir répondu, Alain. Pareil, si j'ai pas répondu, n'hésite pas à me contacter. Tac, il reste 2 questions, on est déjà à 20 minutes, c'est pas mal. Je vais essayer d'accélérer. Donc, je ne suis pas un cadre de l'informatique et encore moins sur le e-commerce. J'ai vu une plateforme e-commerce qui me semble bonne. Shopify. Eh ben dis donc, on est dans le Shopify. Mais l'anglais n'est pas tout à fait pour moi. Je me suis renseigné et on peut l'améliorer en français. Alors, je n'ai encore aucune idée de quoi vendre. Peut-être la création... Oh, excusez-moi. Je n'ai pas encore une idée de quoi vendre. Peut-être de la création. À voir, j'ai 50 d'avant et approche... Bon, etc. J'approche de la retraite, je voudrais une petite rente, etc. etc. Donc Jean-Paul, alors si vraiment l'informatique, c'est pas ton fort, que tu veux te lancer dans un truc Shopify qui est en anglais, que c'est compliqué,
Bon, je te conseillerais PrestaShop quand même, mais bon. Et que tu veux juste avoir une petite rente et voir si le e-commerce peut t'aider, sincèrement, moi je te conseillerais, alors là aussi vous allez encore me dire, mais il est fou ce mec, il arrête pas de se contredire, mais moi je te conseillerais d'attaquer directement avec Amazon. Tu ouvres un compte Amazon, tu n'as pas de plateforme e-commerce, déjà il faut que tu trouves une idée de produit, voilà, trouve une idée de produit qui te plaît, tu ouvres une boutique Amazon, tu essayes de voir si tu as des touches, et une fois que tu as des touches, et une fois que tu commences à maîtriser un petit peu les expéditions, répondre aux clients par mail, etc. Si tu vois que vraiment ça te plaît, ben pourquoi pas créer une boutique, et fais-moi plaisir, tu la crées sur PrestaShop. Voilà. Mais fais-le. Après, teste d'abord si vraiment le e-commerce c'est fait pour toi. Comme tu dis, tu as 59 ans et tu n'es pas très à l'aise avec l'informatique, simplifie-toi la vie. Voilà. Moi, c'est ce que je te conseille. Teste un petit peu avec Amazon. Mais bon, voilà. Et par contre, il faut que tu trouves une bonne thématique de produit. Et là, je te renvoie vers ma formation qui s'appelle la Moulinette à idées, directement sur le site passion-e-commerce.com. Voilà, trouve-toi une bonne idée et après, fais des tests. Et si vraiment tu vois que ça te plaît, ben, crée ta boutique PrestaShop, mais pas Shopify, s'il te plaît. J'ai rien contre Shopify, mais en ce moment, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, je vois des boutiques qui font pas... En fait, elles font escroc, les boutiques Shopify. C'est bizarre à expliquer, mais on dirait que c'est de l'arnaque, quoi. C'est le ressenti que j'en ai. Bon, bref. Allez. Je pense que je ferai une vidéo sur ce thème, d'ailleurs. Benjamin, dernière question. Benjamin, j'ai vu que dans une de tes vidéos, tu mettais en place le site en prenant un pourcentage à la fin. Je te contacte afin de savoir si c'est possible de faire pareil avec moi. Alors oui, alors Benjamin, en fait, c'est ce que je faisais avant d'avoir mes propres boutiques e-commerce. Donc, ce que je faisais, c'est que je créais des sites e-commerce pour des clients. Et en contrepartie, je leur demandais une commission sur le chiffre d'affaires. Alors ça, j'ai complètement arrêté, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il arrive un moment où quand tu commences à gagner de l'argent, à générer du chiffre d'affaires pour ton client, ben le client, ce qu'il cherche à faire, c'est te remercier gentiment. Ça, c'est une chose. Ensuite, parce que pour faire simple, en fait, tu fais tout le travail, tu mets en place la boutique, tu crées les fiches produits, tu fais ton RefNat, et une fois que tout est bon, ben, bien sûr, on te demande de partir parce que tu ne sers plus à rien. Mais bon, bref. Donc, ça, c'était ce que je faisais avant. C'est ce que je ne fais plus pour ces raisons-là. Et pour d'autres questions, pour d'autres raisons aussi, c'est que je ne maîtrise pas, en fait, ton niveau. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être passer 6 mois à créer une boutique, à faire ça bien. Et si derrière toi, tu ne travailles pas comme il faut, c'est-à-dire que tu expédies pas les colis comme il faut, tu réponds pas aux clients, etc., ben, du coup, tout le travail que j'aurais mis en place, ben, je l'aurais perdu. Donc voilà la raison pour laquelle voilà les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire ce style de truc, c'est que je m'y suis pas retrouvé au final. Et du coup, ben voilà, je ne répète plus ce style de procédé. Par contre, maintenant, si je connais la personne, que je vois comment elle travaille, que voilà, ben là, pourquoi pas, on pourrait peut-être envisager un truc dans le style. Mais non, je ne fais plus ce style de choses. Je suis sincèrement désolé, Benjamin. Voilà pour les questions. Alors, je ne sais pas si ce format vous a plu. Alors voilà, je vais faire le coup classique. Mais si ça vous a plu, mettez un petit pouce, voilà. Ou si ça vous a plu, vous pouvez aussi me contacter directement via l'espace membre de passion-e-commerce.com. Si vous avez des questions, vous aussi, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que je rassemble le lundi, je rassemble toutes les questions un petit peu sympas. Et j'essaye d'en faire des vidéos, alors des podcasts, pardon. Alors je ne vais pas faire ça tous les lundis, mais voilà, c'est possible que je le refasse assez souvent. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas que demain, je vous explique un petit peu la formation que j'ai créée pour Facebook, là, pour créer du trafic avec Facebook, créer du trafic gratuit avec Facebook et faire des ventes derrière, bien sûr. Parce que c'est un petit peu la base, c'est bien beau d'avoir du trafic, mais derrière, il faut faire des ventes. Donc voilà, demain, je fais le lancement de cette formation. Donc je vous invite à regarder vos mails demain. Je pense que je vais... demain soir, je pense que la formation sera sortie. Là, je suis en train d'upgrader toutes les vidéos pour finaliser la formation. Mais voilà, demain, je vous expliquerai tout ça. C'est le grand jour pour moi. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.